TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Wandugu wapenzi wakongomani wote, tunawasalimia nyinyi wote. Bandeko ba bolingo, bandeko ya lokota ya lingala mbote na bino banso bayimboka. Moyo wanyu analengo che bana betu basiwe moyo wenyu wasu bampangi na betu bampangi ya izolo mbote na beno banso. Le peuple gagne toujours. Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bayimboka, Bana Bamwena Jitunga dia Congo. Bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez et l'heure à laquelle vous allez le recevoir. Alors, nous revenons de nouveau dans l'actualité. Le but de notre TV RD Congo, TV du peuple, RD Congo, c'est toujours de partager et d'analyser, de débattre de temps en temps avec vous sur l'actualité congolaise. Alors, nous allons avoir aujourd'hui 4 titres, c'est-à-dire nous allons parler de la tentative d'assassinat à l'endroit de Martin Fayulu. C'est lui-même qui le dit. Et dans le deuxième point, nous allons parler du discours du docteur Mukwege. Un grand discours indexant les Occidentaux qui laisse faire, qui regarde les crimes perpétrés au Congo et qui laisse faire. Alors qu'il y a des dossiers à l'ONU et tout ça qui sont mis dans les tiroirs. Oh pauvres Congolais, pauvres de nous. Le troisième point, nous allons parler de la moutakalisation, comme disent les Congolais, de Louis Michel à Oslo. En fait, il faisait quoi à Oslo? Est-il parti à Oslo pour faire des yeux doux au docteur Mukwege ou quoi? Alors le quatrième point, c'est le débat, l'analyse et les projections. Voilà. Nous commençons par le premier point. La tentative d'assassinat contre Fayulu. Ce n'est pas moi qui crée le mot assassinat. Donc nous allons vous montrer les images et vous allez voir vous-même ce que la Kabylie est en train de faire à l'endroit de la coalition Lamuka. C'est comme si la Kabylie ne voulait pas que Lamuka fasse sa campagne électorale. Je nous rappelle à moi aussi, que il y a des conflits antérieurs au Lamuka, des conflits qui opposent Kamambe ou Kabila Alias, comme on l'appelle, qui l'oppose au gouverneur, à l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi,
Bah, il paraît que c'est dispute pour de l'argent que, selon les sources que j'ai, de l'argent que Moïse Katumba devrait à Kabila, mais Kabila ne peut pas en parler ouvertement parce que c'est du pillage. Alors il ne veut rien savoir de Katumbi. Souvenez-vous de la frontière de Kasumbalesa entre le Katanga et la Zambie. Il ne veut rien savoir de Moïse Katumbi. Or, parmi les dirigeants de la Mouka, il y a Moïse Katumbi. Et voilà ce qui arrive à Martin Fayulu. Regardons d'abord la vidéo. Nous allons parler du reste après. Donc là, nous sommes en train d'aller à la résidence de Kyungwa Kumbanza parce que les forces de Kabila ont voulu justement, c'était qu'on appelle une tentative d'assassinat contre un candidat président de la République ici à Lumbashi avec des tirs à balles réelles et des gaz lacrymogènes tirés contre la population venue accueillir son leader Martin Fayulu. Voilà, tout à l'heure vous allez voir le président Fayulu qui va dire, en tout cas en direct ici, réagir. Merde. Voilà. Là, c'est le président Martin Fayulu, attaqué par la police, attire l'armée, la police, en tout cas de gaz lacrymogène, de balles réelles. On parle même d'une tentative d'assassinat contre une personne. Votre réaction à chaud, M. Fayulu? On vous suit de partout dans le monde. C'est purement et simplement la barbarie. Mais ces gens-là ont dit qu'ils étaient forts, qu'ils étaient puissants. Mais ils ont peur de quoi? Tirer à balles réelles, lancer des gaz lacrymogènes, de l'eau chaude aux paisibles citoyens pendant la période de la campagne. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est pour cela que nous disons à tout le monde entier, et d'abord au Conseil de sécurité, parce que les membres du Conseil de sécurité sont venus à Kinshasa. Ils ont vu, et maintenant ils comprennent que Kabila ne veut pas partir. Il ne veut pas organiser des élections. J'interpelle tous ceux qui nous disent qu'il faut mettre un bémol sur la machine à voter. Vous avez compris? Et là, aujourd'hui, vous avez en live, vous avez la situation grandeur nature de ce que M. Kabila veut exactement. Il ne veut pas des élections. On nous a empêchés d'aller à Kindu. Bon, maintenant, on a dit non, Kindu c'est Chadari qui a organisé parce qu'il ne voulait pas être ridiculisé par l'accueil qu'on devait nous recevoir. Maintenant, nous sommes ici. Baba Kyungu au Katanga a organisé un accueil ultra, je ne sais pas comment le qualifier. Ils ont été dépassés. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter, d'essayer de nous assassiner, d'essayer de déranger les paisibles citoyens pour que nous ne puissions pas continuer. Ils ont tout fait, et comme nous sommes des citoyens qui ne veulent pas des casses, nous ne voulons pas des chaos, c'est pour cela ils nous ont imposé un itinéraire, et nous avons suivi cet itinéraire. Cet itinéraire, c'est-à-dire ne pas arriver au lieu du meeting. Donc ils nous ont dirigés vers la résidence de Baba Kyung. Nous acceptons. Nous acceptons cela pourquoi? Simplement pour dire à la communauté internationale
Nous avons fait notre part. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons plus continuer. Il faut qu'ils viennent, qu'ils prennent M. Kabila, qu'ils l'amènent d'où il est venu, qu'ils l'amènent parce que ces messieurs ne veulent pas. Voilà. Ces messieurs ne peuvent pas organiser les élections. Mais Chadari avait dit pendant la campagne, nous verrons ce que nous allons voir. Donc maintenant, c'est ça. Il a dit, donc c'est ça qu'ils avaient prévu. C'était prémédité. On le voit. Comment est-ce qu'on peut... Je suis resté presque 2 heures couché. À chaque fois que je lève la tête parce que le public demande et il tire. Non, en tout cas, je ne sais plus quoi dire. La peur a changé de camp. La peur, nous on n'a jamais eu de peur. On n'a jamais eu de peur. Mais maintenant, eux, ici, qui nous disent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont pris 10 millions d'électeurs fictifs. Ils ont pris la machine à voter. Et ils pensaient que nous allions dire « Ah non, on boycotte, on ne fait pas les élections. » Et comme ça, ils disent à la communauté internationale « Oui, ces gens-là ne veulent pas des élections. » Ils disaient qu'on ne voulait pas des élections. Maintenant, nous leur disons que nous irons jusqu'au bout. Nous irons les 23 aux urnes, demander les bulletins papier, ok, et voir ce qu'ils vont faire. Nous allons surveiller les fictifs et voir ce qu'ils vont faire. Maintenant, ils comprennent que non, on les a démasqués et ils sont coincés, ils ne peuvent qu'agir comme ça. Mais voilà, chers frères et sœurs, congolaises et congolais, Dieu aime ce pays. Amen. Amen. Ok, Bandeko, Binomoko Bomoni. Donc, on dirait que l'élection soit exaltée, soit Bango bako réussir te bako lekate bako gagner te, soit tozo kende na kao ndenge bozo pekisa baninga basala campagne en même temps bozo lo ba élection ezali, mais ba élection ezali il faut ezala équitable, bazo bangani bakomi ko bangani. Et puis pendant ce temps, Félix Tshisekedi éviter le caméra et bango va commis déjà na Kisangani ba koma kikuna to moni ba foule belé mais siko to éviter soki et quand il y a Fativit il y a Cash soki ba kondima bango ba kende kindu ou bien ba kende te te koye ba lisu soki ba kokoma na Lubumbashi soki ba kokoma, mais l'opposition, c'est l'opposition. Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, Téléméli Pango, à lobby, a condamné énergiquement le comportement. Il y a Kabili, il y a gouvernement vis-à-vis de la coalition Lamuka en empêchant Fayulu d'arriver à Kindu. Ah non, c'est pas normal. Voilà au moins un geste qui montre l'unité de l'opposition. Parce que l'objectif c'est quoi? Ils cherchent à diviser. S'ils font 2 poids 2 mesures et qu'ils empêchent la Mouka de battre campagne et qu'ils laissent Fativit battre la campagne, ah non, ce sera clair, c'est que n'importe qui va penser qu'il y a anguille sous roche. Alors c'est pas tout à fait normal. Il faut que Fativit soit aussi solidaire de la Mouka parce que nous sommes tous dans l'opposition. Regardons un peu l'image pendant quelques secondes, l'image de Kisangani.
Cette image est publiée par Vital Caméré. Vous pouvez voir là sur son compte Twitter. Ce sont peut-être ces foules innombrables, on ne sait pas les compter, qui font peur à la Kabylie. Hein. Imaginez un Fayoulou qui fait cette foule-là à Kindu, la même foule à Lubumbashi. Ils ont peur. Mais maintenant, ils ont montré leur face. C'est comme si on ne voulait pas du tout organiser ces élections où ils veulent proclamer leur candidat purement et simplement. Toleki Sikoyo, chers compatriotes, un discours très poignant du docteur Mukwege. Beau raté en ôté. Toyoka, très bien discours, vraiment Bokoyoka Kanda, Bokoyoka Mawa. C'est un discours adressé aux puissants de ce monde qui regardent faire tout ce qui se passe au Congo. Ces millions de morts, ces tueries tous les jours. Et il y a des dossiers à New York qui sont gardés dans les tiroirs. Ils ne font rien. Et à la fin, il dit, trop, c'est terminé maintenant. Faites quelque chose. Voilà. Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à Lemera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leur lit, à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était que le début. Obligés de quitter Lemera, en 1999, nous avons créé l'hôpital de Panzi à Bukavu, où je travaille aujourd'hui comme gynécologue obstétricien. La première patiente admise était une victime de viol ayant reçu un coup de feu dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Cette violence, malheureusement, ne s'est jamais arrêtée. Un jour comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait « S'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Ainsi, nous avons envoyé une ambulance, comme nous le faisons habituellement. 2 heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement amenée en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte. Nous prions en silence. Mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons
n'est pas vrai. Dites-nous que c'est un mauvais rêve. Dites-nous qu'au réveil, tout ira bien. Mais ce n'était pas un mauvais rêve. C'était la réalité. C'est devenu notre nouvelle réalité en République démocratique du Congo. Quand un autre bébé est arrivé, j'ai réalisé que ces problèmes ne pouvaient pas trouver une solution au bloc opératoire, mais qu'il fallait se battre contre les causes profondes de ces atrocités. Je me suis rendu au village de Kavumu pour parler avec les hommes. Pourquoi vous ne protégez pas vos bébés, vos filles et vos femmes? Où sont les autorités dans ces villages? À ma grande surprise, les villageois connaissaient les suspects. Tout le monde avait peur de lui, car il était membre du Parlement provincial et jouissait d'un pouvoir absolu sur la population. Depuis plusieurs mois, sa milice terrorisait le village entier. Il avait instillé la peur en tuant un défenseur des droits humains qui avait eu le courage de dénoncer les faits. Les députés s'en est tiré sans conséquence. Son immunité parlementaire lui permettait d'abuser en toute impunité. Ces deux bébés ont été suivis de dizaines d'autres enfants violés. Lorsque la 48e victime est arrivée, nous étions désespérés. Avec d'autres défenseurs des droits humains, nous avons saisi un tribunal militaire. Finalement, ces viols ont été poursuivis et jugés comme crimes contre l'humanité. Les viols des bébés à Kavumu ont cessé, les appels à Panzi aussi. Mais l'avenir psychologique, sexuel et génésique de ces bébés est hypothéqué. Ce qui s'est passé à Kavumu et qui continue aujourd'hui dans de nombreux autres villages au Congo, tels que les viols et les massacres à Beni et au Kasaï, a été rendu possible par l'absence d'un état de droit, l'effondrement des valeurs traditionnelles et le règne de l'impunité, en particulier pour les personnes au pouvoir. Le viol, le massacre, la torture, l'insécurité diffuse, le manque d'éducation créent une spirale de violence sans précédent. Le bilan humain de ces chaos pervers et organisés a été des centaines de milliers de femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines. Imaginez l'équivalent de toute la population de Danemark décimée. Les gardiens de la paix et les experts des Nations Unies n'ont pas été épargnés. Plusieurs ont trouvé la mort dans l'accomplissement de leur mandat. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo reste présente jusqu'à ce jour afin que la situation ne dégénère pas davantage. Nous leur sommes reconnaissants. Cependant, malgré leurs efforts, cette tragédie humaine se poursuit sans que tous les responsables ne soient poursuivis. Seule la lutte contre l'impunité peut briser la spirale de violence. Et nous avons tous le pouvoir de changer le cours de l'histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. Vos Majestés, Vos Altesses royales, Excellences, distingués membres du Comité Nobel, chère Madame Nadia Mourad, Mesdames et Messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. C'est à toutes
C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous, portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Je pense en particulier aux organisations et institutions des pays amis, à mes collègues, à ma famille et à ma chère épouse Madeleine. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'à l'hôpital de Panzi, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leurs parties génitales. Je vous épargne des détails. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Avec ces prix Nobel de la paix,
j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Au moment où je vous parle, un rapport est en train de moisir dans les tiroirs d'un bureau à New York. Il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les violations des droits humains perpétrés au Congo. Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude les auteurs. Ces rapports du projet Mapping, établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et peut-être même des crimes de génocide. Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte? Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas. Ayons le courage de jeter un regard critique et impartial sur les événements qui sévissent depuis trop longtemps dans la région des Grands Lacs. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. Ayons le courage de reconnaître nos erreurs du passé. Ayons le courage de dire la vérité et effectuer le travail de mémoire. Chers compatriotes congolais, ayons le courage de prendre notre destin en main. Construisons la paix. Construisons la paix, construisons l'avenir de notre pays. Ensemble, construisons un meilleur avenir pour l'Afrique. Personne ne le fera à notre place. Mesdames et messieurs, amis de la paix, les tableaux que je vous ai brossés offrent une réalité sinistre. Mais permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah nous a été transférée à l'hôpital de Panzi dans un état critique. Son village avait été attaqué par un groupe armé qui avait massacré toute sa famille, la laissant seule. Prise en otage, elle a été emmenée en forêt, attachée à un arbre, nue. Tous les jours, Sarah subissait des viols collectifs jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le but de ces viols, utilisés comme arme de guerre, étant de détruire bien sûr Sarah, mais également sa famille, sa communauté. Bref, tout simplement, détruire le tissu social. À son arrivée à l'hôpital, Sarah ne pouvait ni marcher, ni même tenir debout. Elle ne pouvait pas retenir ni ses urines, ni ses selles. À cause de la gravité de ses blessures, génito-urinaires et digestives, couplées à une infection surajoutée, personne ne pouvait imaginer qu'elle serait un jour à mesure de se remettre sur ses pieds. Pourtant, chaque jour qui passait, le désir de continuer à vivre brillait dans ses yeux. Chaque jour qui passait, c'était elle qui encourageait le personnel soignant à ne pas perdre espoir. Chaque jour qui passait, Sarah se battait pour sa survie. Aujourd'hui, Sarah
C'est une belle femme, souriante, forte, charmante. Sarah s'est engagée à aider les personnes ayant vécu une histoire semblable à la sienne. Sarah a reçu 50 $ américains, une allocation que notre maison de transit d'Orcas accorde aux femmes souhaitant reconstruire leur vie sur le plan socio-économique. Aujourd'hui, Sarah dirige sa petite entreprise. Elle a acheté un petit terrain. La Fondation Panzi l'a aidé avec des tôles pour faire un toit. Elle a pu se construire une maison. Elle est autonome et elle est très fière d'être autonome. Son histoire montre que même si une situation est difficile et semble désespérée, avec la détermination, il y a toujours de l'espoir au bout du tunnel. Si une femme comme Sarah n'abandonne pas, qui sommes-nous pour le faire? Ceci est bien sûr l'histoire de Sarah. Sarah est congolaise, mais il y a des Sarah en République centrafricaine, en Colombie, en Bosnie, au Myanmar, en Irak et dans bien d'autres pays en conflit dans le monde. À Panzi, notre programme de soins holistiques, qui comprend un soutien médical, psychologique, socio-économique et juridique, montre que même si la route vers la guérison est longue et difficile, les victimes ont le potentiel de transformer leur souffrance en pouvoir. Elles peuvent devenir des actrices de changements positifs dans la société. C'est le cas déjà à la Cité de la Joie, notre centre de réhabilitation à Bukavu, où les femmes sont aidées pour reprendre leur destin en main. Cependant, elles ne peuvent pas y arriver seules. Et notre rôle est de les écouter. Comme aujourd'hui, nous écoutons Madame Nadia Mourad. Massif de population, le peuple congolais attend désespérément l'application de la responsabilité de protéger les populations civiles lorsque leur gouvernement ne peut pas ou ne veut pas les faire. Le peuple attend d'explorer les chemins d'une paix durable. Cette paix passe par les principes d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Au travail, peuple congolais, bâtissons un État où le gouvernement est au service de sa population. Un État de droit, émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans toute l'Afrique. Bâtissons un État où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'être humain et où la dignité des citoyens est restaurée. Vos Majestés, distingués membres du Comité Nobel, Mesdames et Messieurs, amis de la paix, le défi est clair et il est à notre portée. Pour les Sarah, pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix, la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie.
Ces images montrent des Congolais, des compatriotes qui s'entraînent à négocier le parlementaire européen parce que tout le monde, les Congolais le savent, c'est un faux fossoyeur du Congo. Il a les intérêts au Congo, c'est lui qui défendait dans une conférence de presse le candidat Chadari pour que les massacres, les tueries continuent toujours avec Kabila. Vous savez très bien que c'est le candidat de Kabila. Et qu'est-ce qu'il faisait là aussi? Est-ce qu'il est venu frapper le docteur Mukwege? Parce que le docteur Mukwege ne le porte sûrement pas dans son cœur. Il est parti lui faire des yeux doux peut-être. Bandeko ba bolingo biso nyonso totali ba image wana tomoni que le message est clair. Kabila azali koluka force, azali ko recourir na force, mais tomi tuna soki azali ko se comporter boye c'est que alingi mapolami esalema te, ou bien azali kotindela biso message que oyo akosakana akomona. Bon, bafulu nyonso wana ezali kobangisa ye parce que à partir ya bafulu wana jamais akoki même en façon de proclamer nani Chadari qui a commis vainqueur, mais c'est impossible. Même ndenge bazali koloba ke bon kisa Chadari azamtu ya manyema côté ya Kiswahili que na Congo bavotaka d'une façon linguistique. Ah non, je ne crois pas. Lui, Fayoulou, il a démontré. Lui, il est de Bandundu, mais vous voyez quelle foule. Ne nous trompons pas. Le tribalisme, c'est révolu. C'est les années 60, ça. C'est les années 60. Balingi Bazwa prétexte que Chadari le pas à l'Est, donc à 8 pourcentage est belé pour les gars, pour Congolais pour attaquer de façon linguistique. Mais non! Alors, nous avons écouté le discours du docteur Mukwege. Nous avons vu ce que Kabila est en train de faire. Chers compatriotes, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de nous unir, de chasser la peur et de nous soulever. Alors, je dis aux armes citoyens, les armes ne sont pas nécessairement physiques, je parle des armes démocratiques, je ne parle pas des fusils, des chars ou quoi, d'une guerre classique. Quand je dis aux armes citoyens, c'est-à-dire d'une façon pacifique, de se lever parce que l'article 64 nous le permet. On ne s'y trompe pas. Kabila ne veut pas d'élection où Kabila veut faire passer Chadari ou il veut revenir en 2023 ou... Donc, chers compatriotes, je pense que nous en avons terminé pour aujourd'hui. Bampangi avec Lekmona Lambasi. Ciao.